Bien, bonjour ou bonsoir. Beaucoup de bénédictions à vous tous, hein. Je vous envoie vraiment beaucoup de bénédictions, beaucoup d'énergie, d'abondance, beaucoup de réussite, beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes choses en fait. Tout ce que vous souhaitez, je vous l'envoie. D'accord? Ok. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très particulier. Le sujet de ce soir est: est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? C'est une question, surtout en ce moment, que beaucoup de gens se posent. Et je pense que vous faites partie des personnes qui se posent cette question-là. Bonsoir, Godi Godi. Hein? Je suis sûre que vous faites partie des gens qui se posent cette question-là. Oui, c'est vrai que c'est une grande interrogation. Bonsoir, Kinan. Bonsoir. Bien. Ah, la belle Bonsoir. Issana. Bonsoir. 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 Comment vous allez? Je vais bien, merci. Bonsoir, bonsoir tous les Daimaïs qui nous Ok, écoutent de bonsoir partout. Thérèse. Donc, nous allons parler d'un sujet très sérieux ce soir. Très, très sérieux. Je vous assure, partagez. N'arrêtez pas de partager. Hein? Très, très important. Ok, rentrons dans le vif du sujet parce que c'est un sujet qui est très sérieux et qu'il faut développer avec municipal pas à pas. Bien. Tout le monde peut-il devenir entrepreneur de nos jours? C'est une question profonde, hein, et fondamentale. Bonsoir Sibiri. Kinan, vous êtes spécialiste en innovation entrepreneuriale. Alors, je pense que il y a bien d'autres choses, hein. Bonsoir Lydienne. Il y a bien d'autres choses, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, qu'est-ce que c'est votre métier? Un spécialiste en innovation entrepreneuriale, c'est quoi? Bonjour à tous et merci pour la question. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaie de parler distinctement. L'innovation entrepreneuriale, c'est en fait le cœur de l'entreprise, de l'entrepreneuriat d'une manière générale. Chaque fois qu'on crée une entreprise, on a besoin d'être innovant. On a besoin de créer quelque chose qui sert aux gens et qui fait que les gens viennent vers nous plutôt qu'ailleurs. Donc, si on ne sait pas comment maintenir cette innovation ou la créer dès le départ, on fait en fait du tâtonnage. On cherche et on espère tomber sur le bon filon, un peu comme à l'époque de la ruée vers l'or. On creuse un peu partout et on espère voir ce qui va ressortir. Le principe, c'est que tout ceci a de la méthode. Entre celui qui cherche au hasard et celui qui sait ce qu'il cherche, il y a une sacrée différence. Et donc, un spécialiste en innovation entrepreneuriale, c'est quelqu'un qui va pouvoir regarder une innovation, pouvoir proposer des idées d'innovation en fonction de ce que vous avez déjà comme capacité, par exemple, et vous aider à aborder le sujet. Et dans mon cas, je rajoute le côté tenir compte de votre niveau d'intégration et d'apprentissage pour faire en sorte que ça s'exprime comme vous voulez que ça s'exprime pour vous. Et donc, ça marche aussi bien pour quelqu'un qui débute, quelqu'un qui a une nouvelle entreprise ou qui ne sait pas trop comment, dans quelle direction aller pour créer son entreprise, ou une personne qui a déjà une entreprise, qui a déjà des produits et qui veut peut-être développer un nouveau produit ou un nouveau concept et veut voir ce que ça peut donner, ou même n'a pas d'idée de concept, mais veut créer un nouveau concept quand même. Donc, c'est le côté d'innovation dans l'entreprise. Et c'est un angle très particulier et très fondamental. Heureusement qu'on a un peu de temps
pour arriver à comprendre, parce que j'avoue que je vous entends, mais est-ce que je comprends ce que vous dites? Je crois que c'est la suite de ce qu'on va se dire ici qui va nous aider à comprendre. Hein? Bon, il y a Lydienne qui dit bonsoir à vous, vous tous, Isana, Kinan. Bonsoir Alak. Bonsoir Caroline Blaise. Bonsoir Rosie. Bon. Quand on parle de l'entrepreneuriat, on s'adresse, enfin, d'après ce que les gens disent, on ne s'adresse qu'aux chefs d'entreprise. Mais vous êtes en train de dire qu'on parle dans le domaine de l'entreprise. Ça veut dire qu'on ne s'adresse pas que, en tout cas vous ne vous adressez pas qu'aux chefs d'entreprise? Absolument pas. En fait, c'est comme si vous disiez, la question de ce live, c'est est-ce que tout le monde peut être un entrepreneur ou est-ce que tout le monde peut rentrer dans l'entrepreneuriat? C'est la même question que de demander est-ce que tout le monde peut manger? Vu que tout le monde a faim, tout le monde peut manger. Vu que tout le monde a besoin d'argent, tout le monde peut devenir entrepreneur. Le principe, c'est que beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire être entrepreneur. Ils ne savent pas que sur cette planète, dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a qu'une manière d'avoir de l'argent. Une seule. Il faut que quelqu'un prenne cet argent de sa poche et vous le donne. La seule chose qui reste à savoir, c'est pourquoi il ferait ça. Lorsqu'on est employé, on a une personne qui est prête à vous donner de l'argent pour votre force de travail, votre intelligence, vos muscles, tout vous voulez, votre temps. Ça, c'est le cas où vous allez voir quelqu'un qui a déjà mis un système en place et vous utilisez, vous travaillez dans son système. L'autre cas, c'est je vais créer quelque chose qui va donner aux gens une raison de me donner leur argent. C'est les deux seuls cas qui restent. Pris de cette manière, la maman qui fait les beignets au bord de la route est une entrepreneuse. Pardon? Oui, je peux répéter, ça a l'air d'être un peu particulier pour vous, mais la maman en Afrique qui fait les beignets au bord de la route est une entrepreneuse. La petite fille... Qu'est-ce qu'elle a qui fait d'elle une entrepreneuse? Alors, l'entrepreneuriat, on a une entreprise, alors on peut regarder ça d'un point de vue légal et se dire oui, il faut avoir une SARL ou n'importe quelle structure légale pour avoir une entreprise, mais en fait, une entreprise, c'est le fait, un business en fait, c'est le fait d'avoir un système qui génère de l'argent pour vous. Si vous avez un système que vous avez construit qui génère de l'argent pour vous, vous avez une entreprise. Maintenant, vous pouvez légaliser, vous pouvez le faire, ça peut être de la vente des ventes de substances illégales, mais ça ne change pas que vous êtes soumis au même... Mais, excusez-moi un peu, Kinan. Vous dites que si vous avez un système qui vous génère de l'argent, vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse. D'accord. Mais dans ce cas, je vous dirais, je vous rétorquerai qu'un employé génère de l'argent tous les mois. Oui, on peut le voir comme ça. Mais contrairement à la maman qui vend les beignets, l'employé n'a pas de système. Il n'a pas créé de système. Quelqu'un avait un système. Imaginons quelqu'un qui vend de l'eau qu'il prend à la rivière pour le village. Il a une pompe qui prend l'eau dans la rivière, met dans les seaux et il porte les seaux et les amène au village. Au bout d'un moment, il a tellement de succès qu'il recrute des personnes qui vont prendre ces seaux et les amener au village. Et il est prêt à payer ces personnes pour ça. Est-ce que ces personnes ont créé le système qu'il a créé pour créer de l'eau? Non. Ils sont en fait un rouage de son système. La maman qui vend les beignets a créé le système. D'accord. J'aimerais poser une question profonde. Est-ce que vous pouvez me citer 3 choses c'est-à-dire vous êtes sûr, quand vous observez ces 3 choses,
que vous êtes dans un système qui fait de vous un entrepreneur ou une entrepreneuse? Il faut un système qui est capable de trouver des clients facilement, c'est-à-dire qu'on a une facilité à avoir les clients. Un système qui nous permet d'avoir des clients. Ce système-là nous amène donc les clients. On a un produit, quelque chose, une solution, quelle qu'elle soit, qui satisfait ces clients-là. Et on a un moyen de donner ce produit à ces clients et un moyen de récupérer l'argent de ces clients. Si on a ces trois blocs-là, on a une entreprise. Alors, quelle que soit la forme, même si c'est une forme entre guillemets illégale, on est obligé de subir les lois de l'échange correspondant à ce genre de structure. D'accord. Il y a une question importante ici. Ina Diallo qui dit, qui précise ici, hein, la vie est faite de compléments, donc non, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. D'après les statistiques, il n'y a que 1% de la population qui peut faire de l'entrepreneuriat. Ça, c'est une question concrète. Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous dites à Ina Diallo? Je vais dans ce cas-là dire à Ina Diallo, est-ce que tout le monde peut manger et digérer? Et la réponse est oui. Est-ce que tout le monde peut recevoir de l'argent de quelqu'un en lui rendant un service? Oui, en temps normal. OK. Donc, les structures sur lesquelles se basent ces statistiques pour déterminer que les personnes peuvent ou ne peuvent pas être entrepreneurs sont des structures que j'appelle, moi, illusoires. Et beaucoup de structures dans l'entrepreneuriat sont illusoires. Pourquoi je dis ça? Parce que toute personne, si elle se calme et se focalise, elle est suffisamment unique et a suffisamment de qualité et de spécificité pour créer quelque chose que personne ne peut faire à part. Je ne dis pas que c'est aisé de devenir entrepreneur. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que c'est possible à n'importe qui. Quand je dis c'est possible à n'importe qui, ça veut dire que tout le monde a les capacités, d'une part, de produire quelque chose qui plaît suffisamment aux autres pour qu'ils aient envie de cette chose-là, et d'autre part, de maintenir ce système de manière à être rémunéré pour ça. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est aussi bête qu'aujourd'hui, à notre époque, il y a des gens qui vivent et qui génèrent plus de 5 000 à 10 000 euros par mois à faire des cartes postales où elles collent des coupures de journaux. Wow. Et les gens apprécient ça. Et vous n'allez pas me dire que faire des cartes postales avec des coupures de journaux, c'est quelque chose qui est difficile, même à un enfant de 8 ans. Je ne dis pas que c'est ça la solution pour tout le monde. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on nous a rendus comme non créatifs. On nous a enlevés à force de nous faire des répétitions et faire de nous des rouages d'autres systèmes. On nous a fait croire qu'on ne peut pas créer nos propres systèmes. Et là, je ne parle pas ici spécifiquement des Africains, non. Tous les citoyens de cette planète, on leur dit la même chose. Vous n'êtes pas en mesure de créer les systèmes, vous devez être dans un système qui a été créé pour vous. Et c'est faux. Le taux de millionnaires qui ne cesse de croître depuis les 10 dernières années en est la preuve. Selon cette même statistique, le nombre de millionnaires ne devrait pas croître aussi vite. D'accord. Donc non, ce n'est pas vrai. La question ici, c'est si on ne croit pas que c'est possible, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Parce que pour être entrepreneur, ça demande de l'engagement, ça demande de la détermination, ça demande de vouloir vraiment changer quelque chose. Un entrepreneur doit vouloir changer le monde à son échelle. Si vous ne pensez pas être capable de changer le monde à votre échelle, effectivement, vous venez de renoncer à votre capacité. Mais si vous décidez de ne jamais marcher et de rester assis toute la journée, vous renoncez à votre capacité de marcher. On imagine que vous n'êtes pas handicapé. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas marcher. Ça veut juste dire que vous avez renoncé à la capacité que vous avez depuis votre naissance. Si vous avez vos deux jambes et que vous avez déjà marché, vous savez marcher. Et si vous décidez un jour, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un arrive à vous convaincre que marcher n'est pas bon pour vous, qu'il vaut mieux que vous restiez assis comme on le fait
aujourd'hui et que vous restiez chez vous à travailler sur un ordinateur et que vous serez mieux comme ça et que vous le comprenez et vous l'acceptez et que vous restez assis donc des années et des années, au bout d'un moment, vous ne pourrez plus marcher. Mais est-ce que ça veut dire que cette capacité, vous ne l'aviez pas? Cette capacité à créer, tout le monde l'a. Maintenant, on peut m'amener à des limites en me disant, oui, peut-être certaines personnes ont des problèmes au niveau peut-être mental, certaines ont des difficultés mentales. Je ne parle pas de ces cas-là, je parle de personnes a priori normales qui sont a priori avec des capacités humaines à peu près cohérentes. Lorsque vous voyez une maman qui va aller baigner en Afrique, je ne suis pas sûr qu'elle ait besoin de sortir du MIT pour faire ça. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais ce que je veux dire, c'est que le potentiel de création, il est là. Et si on n'accepte pas qu'on a ce potentiel et qu'on ne veut pas l'exercer, parce qu'on se dit que tout le monde ne peut pas, et qu'on fait partie de ceux qui ne peuvent pas, parce qu'en définitive, quand on dit une telle phrase, c'est parce qu'on ne veut pas faire partie de ceux. On a choisi. Et moi, je ne vais pas vous remettre en cause votre choix. Tout ce que je vous dis, c'est que vous choisissez, mais sachez que c'est faux. Vous avez fait votre choix, mais la réalité, c'est que vous pouvez. Vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Aujourd'hui, je connais des personnes qui sont millionnaires, elles n'ont pas 18 ans. Je suis désolé, pourquoi un enfant de 17 ans serait plus intelligent que vous? Vous m'expliquez? Il n'a même pas l'expérience de la vie. Waouh, waouh, waouh. Là, j'avoue que, alors, Nessouvia qui précise que l'entrepreneuriat est une création de richesse. Exactement. Claude qui dit la personne qui génère un produit qu'il vend est entrepreneur, qu'il soit dans qu'il soit dans l'informel ou pas. Exactement. Nessouvia qui dit trois choses qui font de nous un entrepreneur. Trouver facilement des clients, avoir un produit et avoir un système pour proposer notre produit. Bon. Il y a plein d'autres interventions. Et recevoir l'argent en retour. Et recevoir l'argent en retour. Parce que Okay. Si vous avez la méthode pour envoyer le produit, que vous n'avez pas de système pour recevoir l'argent, vous n'avez pas fini votre site. Il ne marche pas. D'accord. OK. Claude qui dit qu'un employé doit subir, respecter des règles qui lui sont imposées. OK. Ça c'est très intéressant. Nessouvia qui dit un entrepreneur est une personne qui a mis en place un système de création de richesse. Grâce qui précise le potentiel est présent en chacun, mais tout le monde ne choisit pas de l'exploiter, c'est tout. OK. Et pas mal d'interventions comme ça qui sont... Alors, Siti qui dit, lui, il va dans les profondeurs de l'expression divine. D'accord? Il faut avoir une conscience en béton. C'est un peu chaud là. D'accord, je crois que voilà. Il y a Grâce qui dit l'entrepreneur est un autre nom pour dire créateur. C'est une question. Je remercie Grâce pour cette question parce que pour moi et la manière dont moi j'aborde l'entrepreneuriat est une initiation spirituelle. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Dans ma perspective, il n'y a pas d'ambiguïté ici. L'entrepreneuriat est un acte de création pure. Vous partez de rien, vous voulez quelque chose, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a fait dans le live, Maître Daimkaya vous a donné un excellent exercice qui est de déterminer approximativement la limite mentale que vous avez par rapport à l'argent, combien vous voulez gagner par mois. Si vous vous accrochez à cette idée-là, aujourd'hui, vous n'avez peut-être rien qui vous permette d'y arriver. Si vous choisissez que c'est ça qui va se réaliser et que vous faites en sorte de créer un système qui vous génère le chiffre que vous avez déterminé par mois, vous êtes donc passé de rien à un système qui vous génère ce revenu par mois, c'est de la pure création. D'accord. Il y a Nessouvia qui précise ici, Maître avait pris l'exemple d'un monsieur qui fabriquait des petits jouets au Cameroun. Effectivement, pour moi, c'est vraiment important. Il y a Aban Thierry, bonsoir, qui dit « Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, certes, mais le risque n'a jamais été interdit. » Bon. Vous voyez un peu les pensées, hein, les pensées racines que les gens ont. Moi, j'ai envie d'entendre Issana un peu parce que Issana est entrepreneur. Est-ce
que vous diriez, Isana, que vous faites partie des 1% de personnes qui sont entrepreneurs, que vous êtes exceptionnel, que vous êtes spécial? Ou est-ce que vous visualisez les choses comme Kinan en disant que il suffit de se donner les moyens et d'accepter son potentiel de création pour devenir entrepreneur? Merci pour la question. Premièrement, je pense qu'il a dit des choses très pertinentes, Kinan, et je le remercie aussi pour ça. Je dirais que tout le monde n'a pas forcément envie de devenir entrepreneur, même si tout le monde potentiellement peut devenir entrepreneur. Et que les personnes qui finalement deviennent entrepreneurs ne vont pas forcément toutes réussir. Et la question, elle est pourquoi? Qu'ont justement 1% qui réussissent et que se passe-t-il pour les autres? Et alors, j'ai fait une simple recherche par rapport à ce qui est enseigné dans des écoles dans les business schools, même Harvard ou alors l'autre école, c'était Wharton School of Business. J'ai regardé un petit peu les différents domaines qui étaient enseignés et on y a des domaines comme la finance, l'économie, le leadership, l'éthique. C'est-à-dire que Kinan parlait d'un produit peut-être légal ou illégal, c'est en ce sens-là que je verrais l'éthique. Et puis le marketing, les management skills, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la stratégie. Donc, pour répondre à cette question, je dirais qu'en tant qu'entrepreneur, si je prenais mon propre cas, on on n'a pas d'excuse là-dessus d'avoir la bonne stratégie, d'avoir les management skills, parce que si on n'a pas, c'est basique. Il n'y a pas que ça. Hein. Si on n'a pas ça, le leadership, je dirais oui et non. Oui et non parce que on peut déléguer. On peut déléguer, on peut être un bon leader, on peut être un moins bon leader, on peut avoir un bras droit, on peut avoir un manager et j'en passe. Et en tant qu'entrepreneur, je dirais qu'on est vraiment le chef d'orchestre de son entreprise. Et au début de mon entreprise, je n'étais pas forcément dans cette idée de marketing, de management skills, de stratégie. J'étais dans la passion de ce que je sais faire. J'étais dans, oui, je connais mon travail, je suis dans la passion, je me forme, j'ai envie vraiment de montrer aux personnes ce que j'ai dans mes tripes, mais ça ne suffit pas. Et au bout de quelques années que je me suis dit, d'accord, mais il faut peut-être aussi se faire accompagner parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, parce qu'on ne sait pas tout toute seule. Même en tant qu'entrepreneur, on peut tout à fait avoir un business coach, on peut tout à fait on parle ici, on parlait d'énergie de l'image, on peut aussi faire son branding personnel, le branding de son entreprise, on peut s'ancrer spirituellement, on parle de la mettre en art de vivre ancestraux. Voilà, et tout ça, on a besoin d'ancrage, on a besoin de solidité parce que sinon, c'est pas pour tout le monde. Alors, Kinan, Isana vient de lever un lièvre très important. Je vais emboîter le pas là-dessus. Bonsoir, Léontine. Alors, il y a Grace qui dit, peut-on devenir créateur d'unicité et le vendre? Je trouve ça très intéressant comme question. On abordera la question tout à l'heure. Isana vient de dire que il y a énormément de choses à comprendre, à assimiler avant de devenir un entrepreneur qui a du succès. Et elle précise que les 1% dont on parle sont ceux qui ont réussi. C'est-à-dire que on ne parle pas du pourcentage de ceux qui essayent et de ceux qui ne réussissent pas. Les 1% en question sont ceux qui réussissent. Mais elle précise aussi parce qu'elle parle d'un business coach, elle parle de l'énergie de l'entrepreneur,
et tout ce qu'il y a derrière. En tant que spécialiste en innovation entrepreneuriale, pour vous, les 1% qui réussissent au-dessus de tous ceux qui essayent d'être entrepreneurs, d'après vous qui avez rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés entre vos mains, qu'est-ce que ceux qui réussissent ont en priorité que ceux qui échouent n'ont pas? Vous n'allez pas aimer ma réponse. On n'est pas là pour aimer, mais bon, on va quand même supporter. Ils ne se mentent pas. Pardon? Oui, et ils ne se font pas avoir par les illusions par lesquelles les autres se font avoir. Un businessman réussit parce qu'il a eu beaucoup d'échecs. Period. Il n'y a pas d'autre technique. Attendez. Vous êtes en train d'expliquer que les 1% là qui réussissent parce qu'ils ont eu des échecs? Ils réussissent parce qu'ils ne se sont pas fait avoir à croire ce que leur environnement leur disait. Certains d'entre eux ont déposé le bilan sur 3 entreprises avant de réussir. Certains ont réussi bien pendant 2 ans, 3 ans, après ça a été catastrophique. Quand vous voyez un businessman réussir, arrêtez de vous dire qu'il s'est levé un matin, il a eu une idée, il a implémenté et ça a marché. La majorité du temps, ce n'est pas le cas. Le 1% correspond à ceux qui n'ont pas lâché. Ce n'est pas à ceux qui sont plus intelligents. Certains d'entre eux n'ont même pas le niveau bac. Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question d'aller en MBA, ce n'est pas une question de financial advisor, ce n'est pas une question de coaching, ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi? Parce qu'on peut vous donner tous les conseils qu'on veut, l'exécution et la détermination d'aller jusqu'au bout, on ne peut pas vous la donner. Alors, si c'est ça qu'on veut dire quand on dit que tout le monde ne peut pas y arriver, je ne suis pas d'accord. Parce que ça, après, c'est le choix de chacun. Et chacun peut déterminer à tout moment qu'il en a marre de la vie qu'il a aujourd'hui et qu'il veut devenir entrepreneur et qu'il va travailler pendant, je ne sais pas moi, les 5 prochaines années à créer quelque chose qui va être stable au niveau de ses finances. Ça, c'est un choix. Ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de, je ne sais pas moi, d'être bien entouré. Pourquoi je dis ça? Parce que quoi que vous en disiez, la majorité des gens qui démarrent un business démarrent de rien. Je ne vous parle pas de gens qui ont des capitaux hallucinants et qui démarrent un business multinational dès le départ. Ce n'est pas de ça que je parle. La majorité des gens qui démarrent de rien et ils n'ont aucune connaissance ni aucune compétence particulière. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont quelque chose, qu'ils savent comment vendre ou à qui le vendre. Et ils essayent de démarrer et ils ont un retour et ils essayent de s'adapter. Et c'est un processus d'adaptation continue dans un chaos continuel qui fait d'eux des businessmen au bout du temps. Maintenant, on a une époque où il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider, beaucoup de béquilles. Là, pour le coup, ce que disait Issana est juste. Il faut trouver des coachs à plusieurs niveaux pour apprendre beaucoup de choses. On peut même aller dans une business school, mais retenez-le, une business school est faite pour former les gens qui vont travailler dans la société multinationale structurellement. Donc, ils apprennent ce qu'on va leur demander là-bas. On ne leur apprend pas spécialement à devenir businessman. Un businessman peut apprendre, mais ce n'est pas une nécessité. Parce que quand vous êtes businessman, vous recrutez chacune de ces personnes. Le financier, le comptable, le juriste, le directeur des ressources humaines, vous recrutez tout le monde. Donc, en gros, vous pouvez décider d'apprendre tout ça. Mais là, c'est votre choix. Et puis, quand vous débutez, vous êtes seul, vous avez peut-être un partenaire ou 2. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. Vous avez besoin peut-être d'un commercial, au pire des cas, si vous avez vraiment besoin que quelqu'un vende à part vous, et d'un comptable. Et voilà, c'est fini. Donc, tout ce processus qu'on veut faire croire dans les statistiques, dans les analyses business, qu'on a absolument besoin de connaître, ce n'est pas vrai. Quand vous débutez, vous n'avez rien, vous ne savez rien. Vous pouvez même pas. Je veux dire, c'est très difficile d'imaginer dire à un jeune homme qui débute, qui est au CP, il va falloir que tu saches tout ce qu'il faut pour le bac. Hein, c'est super important. Alors, tu vas faire des maths, tu vas faire des histoires géo, la Deuxième Guerre mondiale, c'est super important. Il est au CP, il ne sait pas lire ni écrire, ça ne sert à rien de lui parler de ça. Et c'est l'erreur qui est faite continuellement dans le business. C'est une progression. Ce qu'on fait à un arbuste qui sort du sol n'a rien à voir à ce qu'on fait à un baobab déjà adulte pour le maintenir. Ça n'a rien à voir. Et le problème, c'est qu'on regarde le business comme si c'était un bloc et que tous ceux qui ont
du succès sont pareils que ceux qui viennent de commencer. Ce n'est pas vrai. La plupart du temps, ceux qui ont du succès, ça fait des années qu'ils sont là-dedans. Ceux qui viennent de commencer, ben, ils viennent de commencer. C'est comme un enfant qui commence à marcher. Vous ne pouvez pas le comparer avec un coureur de 100 mètres. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Et si vous comparez le nombre de gens qui essaient de courir le 100 mètres et de réussir, ah, c'est sûr qu'il n'y a que 1% qui arrive à devenir champion du monde. Ah, c'est sûr. Mais si vous voulez comparer aussi au bébé qui vient de démarrer la marche, là, évidemment, la statistique, elle est énorme. Et donc, on se dit, il ne peut peut-être pas marcher parce qu'au final, on ne sera jamais champion du monde. Mais c'est stupide de raisonner comme ça. Wow. Il y a Sake Maloka qui dit, un vrai entrepreneur ne connaît pas le risque. La perte du risque est synonyme de goût de l'aventure. Il y a Solange qui précise, pour quelqu'un qui veut entreprendre, comment peut-il déterminer son domaine d'entrepreneuriat? Alors, la tendance habituelle, c'est de dire il faut prendre une de vos passions. Vous devez prendre une de vos passions et vous allez là-dedans et c'est comme ça que vous allez réussir. C'est une technique. Moi, je dirais c'est une technique pour quelqu'un qui est émotionnel. Quelqu'un qui a besoin que ses émotions soient nourriciers pour lui, pour qu'il avance. Mais il y a des gens qui ne sont pas émotionnels. Par exemple, moi, je suis très intellectuel. Non pas que je n'ai pas d'émotion, mais quand mon intellect fonctionne bien, je suis à l'aise. Ça me va. Donc, si vous êtes intellectuel, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez prendre quelque chose qui vous passionne. Et il se peut même que vous ne trouviez pas de choses qui vous passionnent tant que ça. Et il y a des gens comme ça. Donc, le problème ici, c'est qu'il faut que vous vous connaissiez. Il faut que vous sachiez vraiment ce que vous pouvez faire jour après jour et savoir pourquoi ça va vous satisfaire. Alors, ce n'est pas nécessairement une passion, mais ça peut être quelque chose qui, vous, en tout cas, vous donne le sentiment de construire quelque chose. Pour quelqu'un qui est plutôt intellectuel, qui est plutôt quelqu'un qui aime construire peut être la chose qui vous anime. Pour une autre personne, ça peut être l'intellect, justement, la passion, justement, ce qu'ils ressentent lorsqu'ils font les choses. Et d'autres personnes peuvent trouver d'autres drivers en eux. Donc, structurellement, vous devez regarder ce que vous avez en abondance. Cette astuce que Maître Dankaya vous a donnée par rapport au fait que c'est ce que vous avez en abondance que vous pouvez donner, c'est une astuce incroyable pour trouver ce que vous pouvez vendre. Parce que pour vendre, il faut connaître et le marché et vous. Et trouver ce qui match. Et il y a des techniques pour ça. Et c'est là où j'interviens. Mais vous devez bien pouvoir faire matcher ce que le marché recherche et ce que vous avez en abondance. Et pour votre information, vous n'avez pas qu'une seule chose en abondance. En général, vous en avez des dizaines et des dizaines. Sauf que vous ne faites pas attention à ce que vous avez en abondance parce que vous regardez tout le temps à l'extérieur et le monde extérieur. C'est une tendance humaine qui est assez répandue. D'accord. Il y a Nick Akhenaton qui dit pourquoi on n'a pas envie d'entreprendre. Est-ce que c'est parce que nous avons peur et que cette peur prend le dessus sur nous? C'est une excellente question. Je vais vous donner un exemple qui est très facile à comprendre. Imaginez à l'époque où nos pères, nos ancêtres vivaient dans la forêt et qu'ils étaient réunis en groupes familiaux, quelques familles qui constituaient une tribu. La forêt était dangereuse, mais il fallait aller chasser. Et même quand ils allaient chasser, il fallait laisser des gens à la maison, entre guillemets, pour protéger les femmes et les enfants. Cette femme était très forte, mais il y avait des enfants de toute façon. Après, il y avait le champ. Quand vous plantez quelque chose, la vérité, c'est que vous ne savez pas exactement si ça va pousser ou si ça va pas pousser. Cette aversion du risque qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on nous a lobotomisé et qu'on croit que le monde est confort. Le risque est la nature même de la chose. Vous êtes né dans un monde chaotique qui bouge continuellement. L'univers est en constant mouvement. Maître Dankaya le dit tout le temps. Mais si l'univers est en constant mouvement, vous ne pouvez pas partir de la base que vous allez vivre dans une structure stable. Alors, on nous le fait croire avec la civilisation occidentale et tout ce qu'on a. Oui, le monde est stable. Non, le monde ne l'est pas. On nous cache juste qu'il ne l'est pas. D'ailleurs, ces derniers temps, les crises qu'on a, c'est quoi? C'est juste que il y a des phénomènes qui se passent dans le monde qui passent les barrières qu'on nous avait mis pour qu'on ne les voit pas. Et donc, on se retrouve à la nature même de la chose comme au départ. On est dans un environnement chaotique dans lequel on va devoir s'adapter. Être un entrepreneur, c'est ça.
Quand on est entrepreneur, on ne peut pas fuir la réalité du monde extérieur. On ne peut pas se cacher sous la protection éventuelle d'un gouvernement qui serait une sorte de providence qui nous donnerait tout ce dont on a besoin. On ne peut pas. C'est pour ça que l'entrepreneuriat est une forme d'initiation. On ne peut pas fuir la vérité quand on est entrepreneur. On ne peut pas. Sinon, il n'y a pas d'entrepreneuriat, sinon on ne crée rien, sinon c'est la débandade. En tout cas, le résultat n'est pas là. Le résultat n'est pas là. Donc, en fait, ce qu'on appelle risque, c'est le fait de sortir de notre, entre guillemets, environnement de calme, de sérénité. On sait quand est-ce que, on sait que si on sort là, on a un supermarché. On sait que si on sort là, on a un taxi. On sait que, je suis désolé, hein, vous êtes au milieu de la forêt, vous voulez vous déplacer de 10 km, vous avez vos jambes et vous allez marcher dans la forêt, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. C'est la nature de la donnée au départ. Considérer que se déplacer de 10 km, c'est prendre des risques, ça veut dire que vous ne ferez jamais rien. C'est ça le problème. Et donc, ce jeu mental entre le risque et le non-risque, c'est juste, comme je vous l'ai dit, le businessman qui est dans le 1% qui réussit, ce qui le caractérise, c'est qu'il ne se ment pas. Il sait que le monde est risqué et il ne va pas se priver de prendre des risques sous prétexte qu'il a peur. Parce que de toute façon, qu'il ait peur ou qu'il n'ait pas peur, comme dans les temps anciens, s'il faut aller chasser, il faut aller chasser, sinon il ne mange pas. Donc aujourd'hui, si vous voyez créer l'entreprise comme une nécessité, vous allez devenir entrepreneur et vous ne verrez pas ça comme des risques. Alors que si par contre, vous vous dites, j'ai le choix entre être dans une certaine stabilité et prendre des risques de devenir entrepreneur, je préfère être dans une stabilité. C'est logique si vous voyez ça comme ça. Et c'est à ce niveau-là qu'on parle de mindset. Mais pour moi, j'appelle ça, certes, c'est du mindset, mais c'est un changement de perspective. Si vous regardez les choses avec une perspective où vous refusez de nier la réalité qui est en face de vous, vous vous rendrez compte que, en fait, ce n'est pas une question. Il y a bien du risque, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas. En comparaison de ce que vous gagnez et en comparaison de la vie que vous avez quand vous êtes dans la soi-disant stabilité, le choix est très vite fait. D'accord. Ina Diallo qui dit un entrepreneur est un visionnaire dans l'âme, prévoyant, qui a le goût du risque, rassembleur et passionné. D'accord. Nessouvia qui dit l'astrologie de la rythmancie. Alors, ancestrales africaines sont d'ailleurs des outils de connaissance pour se permettre de déceler quels sont nos domaines de réussite. Bon, il y a pas mal de personnes aussi. Il y a Diane Sid, bonsoir, qui dit l'entrepreneuriat est d'abord spirituel. Tu peux avoir la bonne stratégie, le bon produit, le meilleur système, mais il faut d'abord être spirituel. Je n'en disconviens pas. D'accord. Grâce qui dit le meilleur moyen de trouver la bonne solution, c'est de faire de faux calculs. Le meilleur moyen de trouver la bonne solution, c'est de faire de faux calculs. Il faut nous préciser ça un peu, Grâce. Bonsoir, Gerline Célestin. Alors, pas mal de commentaires encore. On ne peut pas tous les lire, malheureusement. Mais voilà. Nessouvia qui dit que Warren Buffett est un parfait exemple de ce que vous êtes en train de dire. Kino Adelaï qui dit sortir de sa zone de confort. D'accord. Nathalie qui dit I agree with your, alors, with your life is about taking risk. OK, parfait. Bon, moi j'ai envie quand même, parce que il faut quand même poser certaines questions pour permettre aux gens de comprendre. OK. Kinan, vous commencez à être dans le chemin de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que vous prenez votre retraite à 25 ans. C'est une question, hein? Ah, j'attends la question. Là, c'est une affirmation ce que j'entends. Oui, c'est vrai que là, c'est une affirmation. Pour ceux qui nous regardent, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui fait dans la société actuelle qui permet à un garçon de 25 ans de prendre sa retraite?
Je dirais, c'est toujours le même, c'est toujours un peu la même chose, hein, c'est se rendre compte qu'on se ment, tout simplement. J'étais un employé modèle, entre guillemets. Je voyais ma vie comme une carrière et ainsi de suite. Et je vais vous donner l'exemple typique pour que vous compreniez un peu. Les maîtres d'Ankaya et Isana connaissent cette histoire. Je suis formateur international dans une société multinationale. Je suis spécialisé dans les administrations de systèmes de passage d'ondes en bourse. Je donne des formations là-dessus en français et en anglais. Je suis recherché, tout ce que vous voulez. OK? Et je réalise un jour que je fais une formation à 10 personnes, que chacun des personnes qui est dans la salle paye 500 € au jour pour ma formation. D'accord. Il y a 10 personnes. Ça fait 5 000 € jour dans ma salle de classe. Ma formation dure 5 jours. Il y a donc là devant moi 25 000 €. Sauf que moi, je suis payé moins de 3 000 €. OK. Ce jour-là, je n'ai pas dormi. Et le lendemain, j'ai posé ma démission. Waouh. J'essaye de comprendre. Je crois que là, il y a Nick Akhenaton qui dit, peut-on parler d'éveiller son moi? Je me pose, est-ce que c'est pas ça qui s'est passé dans votre cas? Est-ce que le fait de réaliser que vous qui étiez formateur, qui permettait donc à votre société, celle dont vous étiez l'employé, là, dans la semaine, là, se faisait 25 000 €, pendant que vous, c'est-à-dire que 25 000 € dans une seule semaine, et vous alignez des formations un peu partout dans le monde, mais vous, votre salaire à vous, par mois, hein, par mois, parce qu'il faut aussi, il faut comptabiliser ici 25 000 € par semaine multiplié par 4. Ceux qui sont bons en mathématiques comprennent. Mais vous, votre salaire est en dessous de 3 000 € par mois. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu un éveil brutal à l'intérieur de vous, quelque chose de tellement vibrant que spirituellement, vous vous êtes dit, je ne peux pas continuer à être un esclave? Je pense que je ne l'ai pas formulé, moi. Tout ce que je me suis dit, c'est même s'il va falloir que je mange de la boue pendant des années, on va me payer ça pour mes formations et pas autre chose. Waouh! J'étais conscient que poser ma démission n'allait pas résoudre le problème. Je n'allais pas trouver un travail dans la semaine. Je n'allais pas pouvoir m'adapter. D'ailleurs, la phase d'adaptation qui a eu lieu derrière ne s'est pas faite en un jour. En fait, j'étais déjà en train de me questionner sur qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, des structures. J'apprenais beaucoup de choses. Je lisais des bouquins et ainsi de suite. Mais quand j'ai vu ça, alors le premier move que j'ai fait, c'est de déposer ma dème. Lorsque j'ai déposé ma dème, mon patron m'a dit, c'est juste pas possible, je ne peux pas me séparer de toi, tu es le seul formateur. Je lui ai dit, il n'y a aucun problème. Moi, je pose ma dème. Si tu me payes 5 fois ce que je gagne par mois, je forme quelqu'un d'autre. L'énergie de l'échange. Oui, j'étais prêt à ce que je savais et mon unicité ne soit plus jamais sous-évaluée. En gros, j'ai retravaillé encore pendant 10 mois, mais cette fois-ci, j'ai gagné par mois l'équivalent de 2 à 3 fois ce que je gagnais. Waouh! 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 Je lis les commentaires en même temps. Il y a Grâce qui dit, les gens rêvent peut-être d'abondance et de richesse, mais ont peut-être peur d'y être car ça les obligerait à rêver d'autre chose. Je pense que c'est pas faux. Hein? Grâce qui dit faire de faux calculs, hein? Pour nous forcer à nous évaluer, hein? Nous éveiller aussi pour atteindre le résultat que nous souhaitons. Bon, ok. Aujourd'hui, Kinan, vous êtes formateur
vous êtes magnétiseur, comme l'a dit la dernière fois Issana. Vous permettez à des chefs d'entreprise d'avancer encore plus loin. Vous permettez à de simples employés à prendre leur retraite, à des employés à créer leur entreprise. Moi, je me suis toujours posé la question, Kinan, parce que je dois l'avouer moi-même qui suis en train de vous parler, Kinan s'occupe de certains de mes sites. Bon, je me pose la question. Vous n'êtes pas dans les réseaux sociaux, mais pourtant, vous êtes quelqu'un de recherché. Comment c'est possible? Parce que aujourd'hui, pour être connu, on passe par les réseaux sociaux. Comment se fait littéralement que votre carnet de balles ne désemplit pas? Pourtant, je ne vous ai jamais vu dans les réseaux sociaux en train de faire des vidéos ou autre chose. Alors, c'est une astuce qui peut avoir pas trop de sens pour quelqu'un qui n'est pas dans le business. C'est que je ne cours pas après les clients. J'ai beaucoup de façons de me faire de l'argent. J'adore être formateur, mais je n'en ai pas besoin. Et d'une manière générale, j'ai tendance à ne pas prendre tout le monde. En fait, dès que je sens que votre énergie ne va pas avec la mienne, vous sautez. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Il y a certaines personnes avec qui je travaille pour littéralement rien du tout. J'investis sur eux. Et il y a des personnes pour qui je travaille et ils vont payer très cher. Mais il y a aussi des personnes avec qui je ne travaillerai pas. Et comme j'ai tendance, lorsque je travaille, à être extrêmement focalisé sur ce que je fais, je n'aime pas être dérangé. Je n'aime pas recevoir d'appels, de coups de fil. Je n'aime pas discuter avec des gens pour des sujets. Non, mon temps est organisé, structuré. Je suis aussi spécialisé en productivité, c'est-à-dire comment être le plus efficace possible lorsqu'on travaille. Par exemple, je dois générer, en tant que chef d'entreprise, faire le travail d'une semaine en une journée. Je suis souvent recruté pour ce genre de choses, c'est-à-dire comment se structurer pour être le plus efficace possible. Et on utilise beaucoup de technologies à ce moment-là et ainsi de suite. OK. Donc, je suis quelqu'un qui veut tirer, je veux être optimum dans ma manière de travailler. Donc, recevoir des appels inopinés de personnes qui veulent m'expliquer pourquoi je devrais travailler avec eux, ça ne fait pas partie des choses qui m'intéressent. Lorsque je rencontre quelqu'un, il a intérêt à savoir déjà ce qu'il veut, à être suffisamment déterminé et prêt à le faire. Parce que comme vous l'avez vu ici, tous les commentaires ont bien montré avec mon explication que le 1% de gens qui réussissent, ce n'est pas parce qu'ils ont une particularité. C'est parce que la majorité des gens qui vont vers l'entrepreneuriat, ils vont avec des pieds mous. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme s'ils y allaient comme s'il y avait ils pensent que ça va être de la moquette par terre. Non, c'est des tessons de bouteille. Okay, on y va avec des chaussures de guerre. On n'y va pas, je sais pas, en se disant que ça va bien se passer, on espère être cajolé. Non. Donc, si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau de compréhension et que vous n'êtes pas prêt à la guerre, littéralement, pour changer votre vie et faire tout ce qu'il y a à faire pour que le système que vous voulez créer prenne naissance, vous n'êtes pas prêt pour me parler. Donc, j'aurais tendance, si je me rends compte de ça dans la discussion, à arrêter la discussion. Donc, je n'ai pas envie d'avoir à faire ça régulièrement. Donc, la principale raison, c'est celle-là. Et puis, d'une manière générale, lorsque quelqu'un m'est envoyé par quelqu'un d'autre, en général, le filtrage a déjà été fait. Donc, en général, je n'ai pas ce problème-là. Lorsque, par exemple, vous, Maître Dayanka, vous envoyez quelqu'un, en général, ça se passe très bien. Mais d'une manière générale, je suis un informaticien, je fais énormément de choses. Je crée des programmes, je crée des sites, je travaille en ce moment sur les crypto-monnaies et tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Je veux dire, je fais plein de choses. Okay? Donc, ce n'est pas spécifiquement dans ma tête, ce n'est pas je fais de l'entrepreneuriat uniquement pour les formations des personnes. Non, si je rencontre une personne qui est désireuse, qui est déterminée, qui est forte, je crée quelque chose. Et cette unicité dont la jeune fille parlait tout à l'heure, je peux la créer du jour au lendemain pour quelqu'un ou pour un groupe de personnes si je sens le désir d'apprendre, si je sens le désir de changer de niveau, si je sens le désir d'aller ailleurs, de changer de cap, de changer de palier. Mais je vous avoue que quand je ne sens pas ça, je change de direction tout simplement. Je n'ai pas envie de me prendre plus la tête que ça.
Et je vous dis la vérité, hein, je vous l'avoue à tous, Maître Dahem Kaya me tanne pour que je trouve le moyen de faire des choses sur Internet pour la majorité des gens, ainsi de suite. Mais je ne suis pas encore complètement convaincu. Là, j'ai accepté pour la conférence de là, pour voir ce que les gens sont prêts à faire, à quoi ils sont ouverts pour changer. Si les gens sont prêts à changer, je créerai sûrement d'autres choses derrière. Mais si je me rends compte que les gens ne sont pas prêts à changer, je retournerai à ce que je faisais avant, c'est tout. Bon, apparemment, apparemment, vous qui regardez ceci, c'est l'occasion pour vous hein, de pousser tout simplement Kinan à ouvrir son carnet de balles parce que je dois l'avouer, comment dire, il faut être honnête. Je vous assure que ce qu'il faut payer à Kinan, et je sais de quoi je parle parce que je fais partie moi-même de ses clients, il faut y être. Hein? Et je pense que Isana comprend un peu ce que c'est. Donc, je pense qu'on est vraiment à quelque chose de bien particulier ici, une transition particulière. Et je pense que c'est important de savoir exactement ce qu'on veut et où est-ce qu'on va aller. Avant de poser une question importante à Isana, j'aimerais, Kinan, prendre un exemple simple. OK. Je suis quelqu'un, je gagne 1200, 1300 euros par mois. OK. Les choses sont compliquées. J'ai à peine de quoi payer mon loyer. Dans les 1200, 1300 euros, ce qui me reste après le loyer, les charges, la nourriture et la gestion d'un certain nombre de problèmes, il me reste à peine 300 euros et encore. OK. J'entends parler de vous. Je voudrais, d'ici 8 mois, 6 mois, 8 mois, devenir un entrepreneur qui ne va plus compter ses doigts parce qu'il n'y a pas, il n'y a plus d'argent. J'ai envie de rentrer en contact avec vous, mais vous n'existez nulle part dans les réseaux sociaux, mais ok, j'ai entendu parler de vous, d'accord. Premièrement, quelles sont les chances que j'ai de mon côté de rentrer en contact avec vous? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vu ma situation actuelle, comment nous faisons? Pas tout nous dire, mais comment nous faisons pour que vous me fassiez passer de je compte les doigts avec 200, 250 euros qui me restent finalement à j'arrive à créer à la fin de chaque mois, après 8 mois, entre 5 000 euros et 10 000 euros par mois. Vraiment, juste une vision un peu de la chose. Alors, il y a donc deux problèmes ici. Il y a comment me contacter et le deuxième, c'est comment on fait. Alors, comment me contacter, je vous avoue que j'ai envie de vous laisser ça comme exercice parce que c'est ça qui va me permettre de savoir quel est votre niveau de détermination. Lorsque vous arriverez chez moi, le fait même que vous soyez arrivé me donnera le sentiment que vous êtes quelqu'un de déterminé. Je peux vous donner une tips. Utilisez les deux dames qui sont là. Si vous passez par elles et qu'elles vous filtrent, peut-être que vous aurez accès à moi après que j'ai bien discuté avec elle et que je sois sûr qu'elle vous cautionne. OK, ça c'est une possibilité. Mais après, je vous dis, je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple qu'on peut l'imaginer de passer par elle. Deuxième point, maintenant, on est dans la situation où vous avez que 1200 euros, enfin, tel que vous me l'avez décrit. Sauf que, tel que vous l'avez décrit, ça a l'air pour vous d'être la pire situation au monde. Sauf que j'ai juste besoin de poser 2-3 questions pour savoir quelle est réellement cette situation. Est-ce que cette personne est mariée et a des enfants? Non. OK. Si elle n'est ni mariée, n'a aucun enfant, gagne 1200 euros et a 200 euros à la fin du mois, pour moi, elle est dans la meilleure position possible pour générer 10 000 euros dans les 8 mois. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien d'autre à faire.
va au boulot, elle finit son boulot, elle rentre, elle prend 1 heure à 2 heures tous les jours pour apprendre une compétence qui vaut 5 à 10 000 euros par mois. Et je vous en donne une comme ça, du haut de ma tête, que tout le monde va comprendre. Elle se met à créer des sites de valeur ajoutée. Des sites qui permettent à des gens de générer du revenu. Chacun de ces sites va coûter au minimum 5 à 10 000 euros. Wow. La question maintenant, c'est comment on apprend cette compétence. Et c'est là où j'interviens. C'est ça que je vais lui enseigner. Après une analyse en voyant sa capacité, son désir d'apprendre et ainsi de suite, au bout de 8 mois, elle aura déjà la compétence. D'ailleurs, je pense qu'avant, elle l'aura. Donc, elle aura sûrement 4 à 5 mois pour acquérir la compétence et la maîtriser, et sûrement 3 mois pour maîtriser le marketing et savoir comment se vendre sur Internet. Et au bout de 10 mois, elle aura sûrement signé 1, 2, 3, 5. Et puis, le but, ça sera de trouver le moyen d'avoir un cycle de clients qui fait qu'elle a 2 à 3 clients par mois. Et donc, avant la fin de l'année, si les choses et la détermination dont elle doit faire preuve est bien là, elle générera 15 000 euros par mois. On dit en anglais like clockwork, comme une horloge. Et si jamais elle veut aller plus loin, on rediscutera parce que ça, c'est vraiment le premier niveau lorsqu'on a une compétence comme celle-là. Wow. Siti Mohamed qui dit merci, maître, pour cette question. Vous avez lu dans mes pensées. D'accord. Léo Flich qui dit c'est clair, les informaticiens ont cette façon de fonctionner. Tu veux travailler, alors on travaille si on met de côté et on avance. C'est aussi mon mode de fonctionnement. Lorsqu'on comprend cela, alors, c'est aussi mon mode de fonctionnement, lorsqu'on comprend comment fonctionnent les réseaux sociaux, on l'utilise sans avoir besoin de faire des directs chaque fois. Bon, ça c'est quelqu'un qui a sa vision personnelle. Il y a Thérèse qui pose la question. Même si on est mère célibataire? Alors, si on est mère célibataire, il y a un certain nombre de questions à poser ici. Combien d'enfants? Alors, Thérèse dit mère célibataire avec 2 enfants et 1200 euros. OK. Alors, 1200 euros, est-ce que c'est un salaire? Est-ce que c'est de l'aide de l'État? Et quels sont les âges des enfants? Et je vais donner des exemples parce que je ne sais pas si la personne pourra répondre à mes questions comme ça. Si ce sont des enfants en bas âge et qu'on a l'aide de l'État, ça veut dire qu'on dépasse un peu ces 1200 euros. Je ne sais pas trop à combien on peut être. Et la question ici, c'est de savoir, est-ce qu'on est bénéficiaire à la fin du mois ou est-ce qu'on est déficitaire? C'est là la vraie question. Est-ce qu'on est, j'allais dire, en découvert à la fin du mois parce que dans le fonctionnement normal du mois, on n'arrive pas à s'en sortir? Ou est-ce qu'on est à 200, 300 euros, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Parce que ce n'est pas exactement le même exercice. Lorsqu'on sait ça, il s'agit de trouver du temps à investir sur soi tous les jours, malgré les enfants. Ça va demander de changer la manière dont on mange, la manière dont on fait du sport, parce qu'il faut que son corps devienne suffisamment fort pour supporter et le travail, et les enfants, et le travail sur soi. Wow. C'est à cet endroit-là que le fait qu'on soit 3 n'est pas un hasard. Parce que de la même manière que là, on parlait tout à l'heure du jeune homme qui apprend à faire des sites, il devra rencontrer des clients. Et le côté Isana avec l'énergie d'une image va jouer. Parce que vous pouvez être le meilleur créateur de sites au monde, plus vous serez bien présenté et votre énergie de l'image sera bien structurée, plus vous pourrez faire payer plus cher. Ça, c'est des trucs que personne ne se rend compte. Quand vous parlez correctement à quelqu'un et que vous comprenez ce que vous faites, vous comprenez le business de la personne, vous présentez bien, un site qui coûte 8 000 euros, vous pouvez le vendre à 12 000 euros. Et donc la dame, c'est le même problème, sauf qu'elle a des problèmes en plus ici qui sont les enfants. Et après, il y a le revenu. Il y a la question, si elle est déficitaire, la question c'est comment la rendre, j'allais dire, bénéficiaire
avant de démarrer, parce qu'on ne peut pas rentrer dans travailler sur soi et gérer je ne sais pas quoi en étant dans le rouge tout le temps. Enfin, ça n'a pas de sens. Parce que il se peut que vous ayez besoin d'acheter certains petits outils pour avoir une centaine d'euros de libre, peut-être pas tous les mois, mais on ne peut pas être ric-rac et investir. C'est pas possible.